Déjà, merci à toutes et tous d'avoir répondu présent donc, à notre webinaire Loi de finances 2026. Voilà, donc simplement pour recontextualiser un petit peu, donc la loi de finances, un petit peu comme l'année dernière, a tardé à être adoptée et promulguée. Donc, elle a fait l'objet quand même, du coup, finalement, donc d'un recours à l'article 49.3, voilà, dans le cadre de son adoption. Et donc cet article 49.3 a fait l'objet donc du coup d'une adoption début février donc 2026, avec grosso modo une loi de finances qui aujourd'hui s'articule autour de plusieurs thématiques, mais avec toujours la perspective affichée en tout cas par le gouvernement de réduire tant que faire se peut le déficit public, avec là dans cette loi de finances un objectif fixé à 5%. Voilà. Et donc, la loi de finances a été adoptée début février. Elle a fait l'objet notamment d'un recours auprès du Conseil constitutionnel sur 4 mesures qui sont un peu les grandes mesures, notamment qu'on va vous présenter aujourd'hui, et qui ont bien été validées, en tout cas au niveau de la conformité par le Conseil constitutionnel. Il y a quasiment aucune disposition qui a été sanctionnée. Et donc, le Conseil constitutionnel s'est prononcé au 19 février. C'est pour ça qu'on a une loi de finances promulguée au 20 février avec une mise en application pour de nombreuses mesures, et on vous présentera un peu plus en détail, mesure par mesure, à partir donc du 21 février 2026. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, donc sur les sujets de la loi de finances, on l'a articulé autour de 5 grands blocs. Donc la fiscalité des particuliers, voilà, par laquelle on va commencer aujourd'hui. Donc, la loi de finances donc 2026, comme toutes les années, prévoit un certain nombre de revalorisations. Donc, il y avait eu un petit sujet autour de est-ce qu'il y aura une indexation du barème ou non. Finalement, oui, il y a bien une revalorisation du barème, donc des tranches de l'impôt sur le revenu avec plus 0,9% donc appliqué pour chaque tranche. Mécaniquement, on se retrouve avec différentes hausses en fait au niveau des seuils. On a la fameuse, la hausse du seuil, notamment de la déduction des pensions alimentaires, qui pour cette année est fixée à 6 855 €. Et on a aussi ce qu'on appelle les grilles de taux neutres du prélèvement à la source, c'est-à-dire le prélèvement à la source qui est appliqué à défaut de communication d'un taux. Pareil, là, on a des grilles qui ont été réévaluées en conséquence. On a aussi donc la réévaluation en matière donc de fiscalité des particuliers. Elle impacte aussi des plafonds, notamment au niveau de la déduction forfaitaire des 10%, donc au niveau des traitements et salaires, où là aujourd'hui on va se retrouver avec un plafond à 14 555 €. On a aussi donc le fameux abattement de 10% sur les pensions et retraites, donc qui a bien été maintenu. Il y avait eu beaucoup de discussions autour de cette thématique-là, mais aujourd'hui cet abattement-là est toujours applicable pareil, avec un plafond de 4 438. Et on a aussi, point important, parce que nous, on a quand même plusieurs clients qui sont concernés, le plafond, donc notamment au niveau donc des dépenses, soit de frais d'accueil pour les personnes âgées, soit aussi ce qu'on appelle nous la déduction forfaitaire au niveau donc des pensions alimentaires, où pour l'année 2025, on est passé à 4 075 €. Voilà. Donc, on n'est pas rentré forcément dans le détail de toutes les revalorisations. On a mis celles qui nous paraissaient les plus importantes. Sur la première en fait réforme, le premier point central en matière de fiscalité des particuliers sur lesquels nous on voulait revenir aujourd'hui en matière donc dans le cadre plutôt de la loi de finances, c'est la contribution différentielle sur les hauts revenus. Un petit rappel historique, la CDHR en fait elle avait été mise en place l'année dernière dans le cadre de la loi de finances pour 2025 et elle devait initialement durer qu'une seule année. Évidemment, la loi de finances 2026 nous dit quoi? En fait, elle nous pérennise le dispositif de la contribution différentielle sur les hauts revenus avec là, cette fois, comme objectif de fin, un déficit public qui repasserait sous la barre des 3%. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les calculs et les estimations qui peuvent être faites, c'est désormais une notion et une imposition à bien prendre en compte, notamment en fait chez les revenus les plus élevés. Pour revenir un petit peu sur le mécanisme de la CDHR, c'est quoi? En fait, cette contribution différentielle, elle a vocation à concerner les contribuables considérés comme étant les plus aisés, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence ajusté va dépasser un certain seuil. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du calcul de ce revenu de référence ajusté parce que c'est assez technique, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand je suis un contribuable célibataire, j'ai un seuil à 250 000. En dessous, on n'est pas du tout concerné. Ou si on est un contribuable sur un foyer fiscal marié ou pacté, notre seuil de déclenchement de cette CDHR, elle est à 500 000.
Donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête. Le deuxième élément, c'est que la CDHR, au-delà d'un seuil de revenus, elle va s'appliquer en fait lorsque je vais avoir principalement des revenus qui vont être peu fiscalisés au barème progressif. Pourquoi? Parce que en fait, le cœur du mécanisme de la CDHR, c'est de s'assurer que ces fameux contribuables, entre guillemets, étant considérés comme les plus aisés, s'acquittent d'une imposition minimale au moins égale à 20%. Voilà. Et ces 20%-là, quand on fait le calcul des impôts pris en compte, c'est l'IR, l'impôt sur le revenu, donc la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la flat tax, mais pas les prélèvements sociaux. Donc, grosso modo, l'idée simplement aujourd'hui, c'est de bien garder en tête que quand on est un foyer fiscal qui va percevoir un certain type de revenus essentiellement soumis à la flat tax, dividendes, intérêts, ou qu'on réalise d'importantes plus-values de cession de titres, il faut bien s'assurer que dans le cadre des estimations qui sont faites, cette notion de CDHR, elle a bien été traitée et validée en amont. Pourquoi? Parce qu'en fait, la CDHR, elle a un fonctionnement aujourd'hui qui est très, très spécifique et qui, en fait, à la différence de l'impôt sur le revenu, où on vient, en fait, déclarer l'impôt sur le revenu l'année suivante, donc là, 2026, on va déclarer vos revenus 2025, et bien, en fait, la CDHR, on a l'obligation d'acquitter un acompte l'année de réalisation du revenu, et cet acompte, il doit être d'au moins égal à 95% du montant de la CDHR, et il doit être acquitté avant, grosso modo, le 15 décembre. Donc, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé, nous, cette année, sur l'année 2025, où elle avait déjà été mise en place? Ça implique que dès novembre 2025, pour certains contribuables, on doit se retrouver, en fait, à faire une estimation de l'impôt sur le revenu total de l'année 2025. Et j'insiste bien, quand bien même on ne connaît pas avec certitude l'intégralité des revenus de l'année, etc., mais l'administration fiscale, ça, elle en fait peu cas. Mais voilà, on doit vraiment faire une projection de l'impôt sur le revenu, voir notamment quand on a une grosse cession de titres, des gros dividendes, si on rentre dans le champ de cette CDHR, et si CDHR il y a, on doit l'acquitter à hauteur de 95% du montant à mi-décembre de l'année. Voilà, donc les changements apportés à la CDHR dans le cadre de la loi de finances, alors il y a eu, voilà, c'est vraiment des ajustements un peu plus techniques. On a un retraitement qui est fait au niveau des revenus qui sont considérés comme étant des revenus exceptionnels, où aujourd'hui la loi de finances est venue nous préciser certaines notions sur lesquelles on avait aujourd'hui une lecture un petit peu incertaine dans le cadre de la précédente loi de finances. Voilà, et on sait aujourd'hui qu'il y a quelques correctifs à apporter. Mais là, pour nous, aujourd'hui, on vous a présenté cette mesure plutôt dans l'idée de bien l'avoir en tête, notamment lorsque des grosses opérations de revenus soumis à la flat tax ont vocation à être débouclées. Ok, on va voir le régime des management packages. Donc, le régime des management packages, il avait déjà été revu l'année dernière, au moment de la loi de finances pour 2025, avec la mise en place d'un dispositif spécifique de taxation. Donc, pour rappel, les management packages, c'est des dispositifs d'intéressement au capital qui sont souvent, qui prennent la forme de titres de société, qui sont octroyés aux cadres dirigeants, aux managers, voilà, dans le cadre de certaines opérations. Jusqu'à l'année dernière, le régime des management packages était un peu incertain. À la base, la cession des titres était traitée comme une plus-value de cession de valeur mobilière soumise à la flat tax. Puis, il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui est venue dire qu'une partie de ce gain, normalement, devait être considérée comme étant du salaire parce que lié à la performance du salarié. Donc, du coup, la loi de finances pour 2025, elle est venue un peu clarifier le dispositif en mettant en place un régime légal clairement applicable. Donc aujourd'hui, pour ce type de mécanisme, le principe, c'est que le gain qui est réalisé par le cédant, que ce soit le dirigeant ou le salarié, est systématiquement considéré comme étant du traitement et salaire. Donc, en fait, c'est un gain qui n'est pas soumis à… coquille, le gain n'est pas soumis à charge sociale. Par contre, il est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et à une contribution spéciale sociale de 10%. L'exception, par contre, c'est qu'on considère maintenant, avec le nouveau texte, qu'une partie du gain réalisé peut quand même être considérée comme une plus-value, donc imposable à la flat tax. Pour cela, il faut que le gain, que les titres qui ont été souscrits par le cédant remplissent deux conditions. Ils doivent présenter un risque de perte en capital et être détenus depuis au moins 2 ans. Et ensuite, la fraction du gain qui est taxé en plus-value est limité à un calcul qui, en gros, tient compte du ratio de performance financière de l'entreprise. En gros, aujourd'hui, on nous dit que jusqu'à 3 fois la performance financière de l'entreprise, on peut taxer le gain en plus-value. Au-delà de ça, on est forcément en traitement et salaire pour le delta. Voilà.
les apports de la loi de, donc ça, c'était le régime, du coup, il existe là maintenant en vigueur depuis la loi de finances de l'année dernière. Mais il y avait certains ajustements qui ont été nécessaires et qui ont été faits par la loi de finances de 2026 qui sont quand même applicables à compter du 15 février 2025, ce qui est un peu étonnant d'un point de vue de rétroactivité, mais bon, le Conseil constitutionnel s'est pas prononcé sur ce point-là. Donc, on a une loi de finances qui arrive en février 2026 et qui prévoit des dispositifs et des ajustements rétroactifs à 2025, donc tout début d'année dernière. Voilà. Donc, ce qui n'était pas prévu à la base dans le dispositif, c'était que les titres que le salarié ou le dirigeant détenait pouvaient être apportés à une entreprise dans le cadre des mécanismes d'apport-cession qu'on connaît assez bien, notamment l'article 150 ou BTR. Dans le cadre de cet apport, la fraction du gain taxable en plus-value, l'imposition était reportée. En revanche, l'opération d'apport entraînait l'imposition immédiate du gain taxable en traitement et salaire. Donc, ça limitait un petit peu l'intérêt pour un dirigeant ou un manager de faire une opération d'apport, parce qu'en fait, au titre de cette opération d'apport, il dégageait pas de cash et il se retrouvait à devoir payer une certaine imposition à hauteur du gain taxable en traitement et salaire. La loi de finances, du coup, elle corrige ce dispositif en incluant dans le texte sur les management packages la possibilité d'avoir un report d'imposition du gain relevant de la catégorie des traitements et salaires sous certaines conditions. Donc ça, c'est un premier point. En matière de donation de titres, donc à l'origine, en fait, donc les titres qui étaient reçus par le dirigeant ou le salarié pouvaient être donnés. Lorsque la donation avait lieu, on avait une imposition qui était déterminée au nom du donateur l'année de la cession des titres. Et donc, du coup, je ne sais pas, par exemple, le donateur donnait en N des titres soumis au régime des management packages. Ces titres étaient cédés 10 ans après. C'est quand même le donateur qui était soumis à l'imposition de l'intégralité du gain, donc le gain taxable en salaire et le gain taxable en plus-value. Pour les dons réalisés à partir de février 2026, le législateur est venu modifier ça. Donc, en fait, le gain net est déterminé au nom du donateur, mais l'année de la donation. C'est-à-dire qu'au moment où le donateur fait sa donation, il paye l'impôt sur le gain en traitement et salaire et en plus-value. Et le donataire qui reçoit les titres, lui, n'aura à payer à terme que la plus-value correspondant à l'écart entre la valeur au jour de la donation et la valeur au moment où l'opération est débouclée et les titres sont cédés. Bon, c'est un peu technique, mais c'est des ajustements pareils qui ont été faits parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait, le régime tel qu'il avait été mis en place en 2025 pouvait avoir quelques points de blocage. En matière de PEA, l'ajustement qui est fait, donc le régime des management package n'est pas cumulable avec les avantages du PEA. Ça veut dire que normalement, on n'est pas censé loger des titres soumis au régime des management packages dans un PEA. Donc le législateur, pour assurer pleinement l'efficacité de ce non-cumul, a prévu une condition de retrait des titres dans le PEA sans imposition, en toute neutralité fiscale et sans entraîner la fermeture du plan, ce qui est exceptionnel. En principe, on n'est pas en mesure de pouvoir faire ça. Cette opération en neutralité fiscale est autorisée de mémoire, je crois, jusqu'au 31 décembre 2027. Donc voilà, le régime était en vigueur depuis l'année dernière. Il a été ajusté un petit peu là par la loi de finances pour 2026. J'ai mis un petit exemple un petit peu plus parlant pour donner une idée des impacts que a le dispositif des management packages. C'est que en gros, pour un dirigeant un ingénieur recruté, donc un cadre dirigeant, on va dire, qui est recruté avec 1000 bons de souscription d'actions à 10 € et une clause de surperformance à la rente. C'est un exemple totalement aléatoire, c'est juste pour donner une idée de l'impact financier. Donc la société vaut 10 millions d'euros à son entrée, il souscrit 10 BSA pour 10 000 €, enfin 1000 BSA à 10 € pour 10 000 €. À la sortie, la société vaut 50 millions d'euros, donc l'action vaut 50 et plus 10. En théorie, il est censé faire un gain de 40 000 €, ce dirigeant, mais la clause de surperformance qui est prévue lui fait générer un gain de 240 000 €. Avant 2025 et la loi de finances, les 240 000 € étaient normalement traités en plus-value avec une imposition à la flat tax, donc on aurait eu 75 000 € d'impôt. Après la loi de finances, on voit que la société, donc du coup, elle a été multipliée par 5. On nous autorise à réaliser un gain taxable en plus-value qu'à hauteur de 3 fois la performance de la société. Donc, on a pris 10 000 fois 15 moins 10 000. Donc, le gain taxable en plus-value est plafonné à 140 000 € sur les 240 000 € de gains générés. Du coup, ce dirigeant, depuis la loi de finances pour 2025, aura 140 000 € taxables en plus-value à la flat tax,
puis 100 000 euros taxables en traitement et salaire. Donc là, on voit que l'imposition, le nouveau régime génère un surcoût pour ce dirigeant-là de quasiment 23 000 euros. On a une flat tax, donc du coup, qui est à 43 000 euros, donc c'est 140 000 de plus-value fois 30%, en gros. Et ensuite, on a 100 000 euros qui est taxable en salaire, donc au barème de l'impôt sur le revenu, qui peut aller jusqu'à 45% à la tranche marginale, donc 45 000 euros, et une contribution salariale de 10%, 10 000 euros. Donc on arrive à un total de 98. Donc voilà, le régime aujourd'hui, il a vocation à cadrer les choses parce qu'elles n'étaient pas cadrées. Le Conseil d'État avait semé un peu le doute sans trop préciser comment on devait fonctionner. Donc la loi est venue cadrer correctement le régime, mais du coup, à la clé, on se retrouve avec une imposition un peu plus élevée. Donc, voilà. On a ensuite une réforme du PER dans la loi de finances. Donc il y a deux points qui ont été modifiés sur le PER. Le premier, c'est la limitation des avantages. Donc aujourd'hui, quand vous versez de l'argent sur un plan d'épargne en retraite, on vous autorise à déduire de vos revenus ce montant de versement dans une certaine limite, 10% du revenu de l'année, dans la limite de 10% du PAS. Cet avantage, il était applicable tout le temps. Ça veut dire qu'une personne qui, par exemple, était à la retraite mais qui cumulait un emploi retraite, dès lors qu'elle avait un revenu d'activité salariale, elle pouvait continuer, même après sa retraite, à verser de l'argent sur son PER en bénéficiant de la réduction de son revenu imposable. Donc, du coup, le législateur est venu modifier ça. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de recentrer le dispositif pour que ce soit vraiment un financement d'une retraite complémentaire et pas en gros, l'État qui finance en réduction d'impôts un versement sur un plan d'épargne retraite qui prend souvent la forme d'une assurance vie pour qu'après, derrière, cette assurance vie soit transmise avec un régime ultra favorable pour vos bénéficiaires. Donc, du coup, la loi de finances pour 2026, elle vient prévoir que après 70 ans, les versements que vous faites sur le PER n'ouvrent plus droit à réduction d'impôts. C'est-à-dire que vous pouvez toujours continuer de verser après 70 ans, mais par contre, le versement que vous faites ne vient plus réduire votre base imposable. La contrepartie de ça, c'est qu'au moment où vous sortez de votre PER, les versements qui ont été faits après 70 ans qui n'étaient plus déductibles ne sont pas imposables. Et en cas de sortie en rente, la part des versements que vous avez fait après 70 ans est imposable, mais avec une base forfaitaire de 30%. Là, j'ai mis 30% parce que j'ai considéré que la rente avait été versée après 69 ans. Si elle est versée plus tard, le taux est plus de 30%, mais c'était pour donner l'exemple à 70 ans. Quoi. La loi vient baisser à 60, vient réduire à 70 ans. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact qu'on a avec la loi de finances, c'est la prorogation de la durée d'utilisation des plafonds. Je vais vous montrer tout de suite le tableau, c'est plus parlant. Donc aujourd'hui, en fait, quand on fait des versements sur le PER, on a la possibilité de verser dans une certaine limite. Cette limite, c'est quoi? C'est 10% du revenu de l'année et le plafond non utilisé, donc les 10% des revenus des 3 dernières années précédentes. La loi de finances, elle vient augmenter ce cumul à 5 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, le législateur s'est rendu compte que parfois, on a une capacité d'épargne qui arrive un peu tardivement, plutôt proche de la retraite qu'en début d'activité. Et du coup, 3 ans, c'est un peu limité pour pouvoir faire des versements et pouvoir anticiper sa retraite à un moment où on a plus de revenus et plus de capacité d'épargne qu'à un autre. Donc, du coup, les plafonds sont passés à 5. Donc, ce qui veut dire, par contre, c'est pas rétroactif dans le sens où je vous ai mis que pour la déclaration des revenus 2025 qui va être souscrite en 2026, on est encore sur les 3 dernières années. Ça veut dire qu'on pourra utiliser le plafond de 10% de l'année 25 et des 3 dernières années. C'est vraiment l'effet qu'à partir des revenus 2030 à déclarer en 2031, que là, on se retrouvera à pouvoir, si on l'a pas utilisé, utiliser le plafond des revenus 2025 déclarés en 2026. Voilà. Donc, c'est à garder en tête. Ça permet en fin de carrière, par exemple, de pouvoir faire des plus gros versements avec une plus grosse réduction d'impôt qu'aujourd'hui. Alors là, vous avez mis juste un tout petit focus. Donc là, pour le coup, par contre, ça, c'est une petite spécificité. C'est pas dans la loi de finances 2026, mais c'était loi de financement de sécurité sociale. Mais du coup, voilà, simplement pour que tout le monde ait bien un peu la hausse en tête. Donc, il y a bien, donc, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2026, une hausse des prélèvements sociaux, enfin de la CSG de 1,4 point. Simplement, cette hausse ne concerne pas l'intégralité des revenus soumis à la CSG. En effet, là, on a droit maintenant, en fait, à un régime qu'on appelle régime à 2 vitesses, parce qu'en fait, on a des revenus qui vont rester soumis à la CSG au taux de 9,2%.
Donc, grosso modo, ces revenus, c'est les revenus fonciers, les plus-values immobilières des particuliers et tout ce qui est produit d'épargne, voilà, CEL, PEL et produit des contrats de capi, assurance vie. Pour eux, le taux donc global des prélèvements sociaux reste bien à 17,2%. Par contre, pour tous les autres revenus type dividendes, intérêts, produits de placement à revenus fixes, plus-value de cession de titres, cession d'actifs numériques, etc. Là, eux, ce sont bien des revenus qui sont concernés par cette hausse de la CSG de 1,4 point. Et simplement un tout petit point à avoir en tête au niveau de l'entrée en vigueur de cette hausse, pareil, tous les revenus, donc parmi les revenus là listés, donc désormais soumis à un taux donc de 10,6, donc un taux global de prélèvements sociaux à 18,6, on a une entrée en vigueur qui se fait en 2 temps, à savoir que pour les revenus qui sont, heureusement ça s'affiche pas, ah voilà, tant pis. En fait, pour les revenus qui eux sont recouvrés par voie de rôle, donc tout ce qui est plus-value de cession de titres, etc., et ben eux en fait ils sont concernés dès 2025. Donc en fait, ce qui veut dire que les estimations, notamment de la fiscalité afférente aux plus-values de cession de titres réalisées en 2025 et qui auraient pu être faites en fait avec des prélèvements sociaux à 17,20, du coup ça sera en fait 18,6. Par contre, pour les autres produits de placement, donc cas classiques comme les dividendes, là l'entrée en vigueur de la hausse de 1,4%, c'est bien à compter de 2026. Donc les dividendes 2025 ne sont pas concernés, par contre les dividendes 2026, eux, le sont. Voilà. Ensuite, on vous a mis là brièvement, alors on surveille un petit peu l'heure, les autres mesures qui concernent la fiscalité des particuliers. Donc voilà, il y a des aménagements qui ont été faits au niveau surtout de la nature des entreprises qui sont concernées par la réduction IR-PME avec un recentrage fait sur les entreprises, les jeunes entreprises innovantes. On a aussi un recadrage en fait de l'encadrement plutôt un encadrement du crédit d'impôt emploi salarié à domicile où là, le gouvernement vient nous préciser les cas dans lesquels même des prestations rendues à l'extérieur du domicile peuvent être attachées au crédit d'impôt emploi salarié à domicile. Là, surtout, ce qui est peut-être plutôt important d'avoir en tête, c'est cette suppression du caractère irrévocable en fait de l'option pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au barème progressif. Qu'est-ce que c'est En fait, ça, c'était quand on cochait la fameuse case 2OP, donc une année où on disait cette année, on souhaite que nos revenus soient soumis, nos revenus de capitaux mobiliers soient soumis au barème progressif. Si après le dépôt de la déclaration, on se rendait compte qu'en fait, c'était pas le barème qui était plus intéressant, mais la flat tax, l'administration fiscale nous refusait de déclaration rectificative et voilà, et considérait que l'option pour le barème était irrévocable. La loi de finances revient sur cette position de l'administration fiscale, donc tant mieux, parce que c'est aussi un gage des fois davantage de sécurisation. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus ce caractère irrévocable de l'option, donc on pourra toujours faire des déclarations rectificatives en passant du barème progressif à la flat tax, voilà, si jamais il y aurait eu des erreurs ou des petits ajustements en amont. Avec la nuance peut-être quand même que c'est pour les options cochées au titre de la déclaration des revenus de cette année, ce qui veut dire que l'administration fiscale pourrait refuser les rectificatifs des années antérieures, à voir s'il n'y a peut-être pas une tolérance qui sera mise en place pour quand même pouvoir le faire. Mais en l'état actuel, c'est pour la case cochée cette année. Donc ça veut dire que si la case a été cochée l'année dernière, la rectificative normalement n'est pas admise. Alors, ensuite, il y a tout un volet de réforme donc en matière d'immobilier et de logement. Alors, en matière immobilière, on attendait de longue date, en fait, une loi, on va dire, d'ampleur pour relancer le marché de l'immobilier, qui est aujourd'hui un marché clairement à l'arrêt. En matière plutôt d'avantages fiscaux, aujourd'hui, on a tous les dispositifs en fait, qui sont arrivés à leur terme. Donc, ceux souscrits antérieurement, type les celliers, les Pinel, continuent à produire leurs effets fiscaux. Mais en tout cas, désormais, on n'a plus, pour les nouvelles acquisitions qui seraient réalisées, des dispositifs de défiscalisation aussi denses, j'ai envie de dire, que ceux qu'on a connus précédemment. Du coup, là, dans la loi de finances pour 2026, on a intégré, donc a été créé ce qu'on appelle le nouveau statut du bailleur privé ou aussi communément appelé dispositif Jeanbrun. Donc là, qui vise en fait à répondre à 3 grands objectifs. Relancer la construction neuve de logements, puisqu'en fait, ce dispositif-là, il faut bien l'avoir en tête, ne concerne que les acquisitions immobilières qui sont faites dans des immeubles collectifs. Voilà, les maisons et les biens individuels ne sont pas du tout concernés par ce statut. L'autre objectif, c'est celui d'accélérer la rénovation énergétique et également coupler ça avec le développement du logement intermédiaire, c'est-à-dire faciliter l'accès des ménages les plus modestes à l'habitation. Donc,
qu'est-ce que c'est que ce nouveau statut du bailleur privé? Alors, ce nouveau statut du bailleur privé, en fait, il permet à des propriétaires bailleurs, donc qui réalisent soit des acquisitions dans le neuf, soit des acquisitions dans l'ancien avec un certain volume, une certaine enveloppe de travaux qui doit être d'au moins égal à 30% du prix de revient total de l'acquisition, de bénéficier d'un mécanisme d'amortissement en matière de revenus fonciers. Donc, ce statut, il va s'appliquer, en tout cas à la lecture actuelle des textes, pour les acquisitions qui seront faites jusqu'au 31 décembre 2028. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, donc au-delà du fait d'acquérir des logements qui évidemment satisfont aux conditions d'application du régime, il y aura une obligation pour le bailleur de formaliser une option qui sera irrévocable avec un engagement de location de 9 ans affecté à usage de résidence principale. Et un peu comme ce qu'on connaissait jusqu'à présent, notamment en matière de Pinel, on se retrouve avec un mécanisme de plafonnement à la fois de loyer et de plafonnement de ressources du locataire pour pouvoir être éligible à ce fameux amortissement. Donc, qu'est-ce qui va se passer désormais pour ces biens qui vont satisfaire à ces conditions? En fait, on pourra déduire, un peu comme ce qui se fait aujourd'hui en location meublée, mais on pourra déduire en fait un amortissement fiscal de nos revenus fonciers. Donc, cet amortissement, en fait, qui sera calculé sur la base du prix de revient total du bien, déduction faite d'une décote de 20% qu'on considère comme étant affectée au terrain. Donc, c'est pour ça que la base de l'amortissement, c'est ce qu'on vous met là, est une base de 80%. Et ensuite, donc sur ce prix de revient, donc 80% du prix de revient, on va pouvoir chaque année déduire donc un montant d'amortissement avec un taux donc qui est compris entre 3% pour l'ancien rénové et qui ira jusqu'à 5,5% dans le plus haut des cas dans le neuf, donc un taux d'amortissement. Et les taux, donc là, qu'on vous met de là entre 3,5, 4,5, 5,5 ou 3, 3,5 ou 4%, il sera fonction, donc, si on est dans le neuf ou dans l'ancien rénové, d'une part, et d'autre part, en fonction donc, des ressources du locataire. Est-ce qu'on sera dans un régime social, social intermédiaire? Il y a 3 grands niveaux de critères, en fait, et qui fait que aujourd'hui, c'est un petit peu le point, on va dire, d'attention, de l'opportunité de se placer sous ce statut-là, c'est ce mécanisme de plafonnement des loyers qui peut, en fait, parfois, peut-être aller manger, entre guillemets, un petit peu la notion, en tout cas, de rentabilité dans le cadre de la location du bien. Voilà. Voilà. Après, ça méritera de le voir en termes de mise en œuvre, puisque voilà, on pourra venir désormais déduire de nos revenus fonciers, donc au-delà de toutes les charges qu'on pouvait déduire jusqu'à présent, un amortissement avec un mécanisme pareil de plafonnement qui est mis en place. Donc chaque année, on pourra, pareil, selon la catégorie du bien et le niveau de ressources du locataire dans lequel on se situe, bénéficier d'un amortissement, mais qui sera plafonné entre 8 000 et 12 000 euros par an. Ce qu'il faut aussi bien avoir en tête avec ce mécanisme-là, c'est que tout au long de la durée de vie, entre guillemets, de l'investissement, on aura certes mécaniquement des revenus fonciers qui vont se retrouver minorés, donc une fiscalité moindre. Par contre, à la revente du bien, on va retrouver, l'avantage fiscal finalement va se retrouver indirectement réintégré dans le calcul de la plus-value, exactement comme ce qui se fait aujourd'hui en matière de location meublée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir diminuer notre prix d'acquisition de notre bien du montant des amortissements qui auraient été déduits fiscalement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'était une mesure qui était attendue, mais finalement, voilà, aujourd'hui, avec davantage de détails, tout le monde est un peu plus modéré sur la mise en œuvre. Après, à examiner au cas par cas pour voir l'opportunité de l'investissement. Mais au moins, c'est une mesure qui a le mérite d'exister pour le coup avec la loi de finances. On a un mécanisme d'investissement alors qui est très spécifique, mais bon, du coup, j'ai voulu en parler parce que ça concerne les JO d'hiver. C'est toujours intéressant de parler des JO. Et donc, du coup, les JO d'hiver vont se passer dans les Alpes françaises et notamment dans la ville de Briançon qui va accueillir le village olympique qui va être créé au Fort des Têtes. Donc, le Fort des Têtes, c'est un monument historique de la ville de Briançon. Et ce monument historique, aujourd'hui, a besoin d'être rénové. Et donc, du coup, la loi de finances pour 2026, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'une loi de finances prévoit un dispositif ultra spécifique comme ça, parce qu'on n'avait jamais vraiment vu ça. Mais voilà, donc la loi de finances instaure un dispositif qui va permettre, en gros, de financer la rénovation du Fort des Têtes en contrepartie de l'acquisition d'un bien avec à la clé une réduction d'impôt.
Donc, en fait, ça vise les personnes physiques qui sont domiciliées en France ou les sociétés civiles immobilières qui ne sont pas soumises à l'IS. Et ça vise l'acquisition d'un local au sein du Fort des Têtes entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032, bien qui sera, une fois que les JO seront terminés, affecté à l'habitation principale, soit du propriétaire, soit d'un locataire, au titre d'un bail d'habitation nu, donc ça ne vise pas les locations meublées, et pour une durée de 15 ans à compter de l'achèvement ou de l'acquisition du bien. Donc une durée une obligation d'habiter à titre de résidence principale ou de louer qui est quand même assez longue. La réduction d'impôt qu'on a, ça va être 30% de réduction d'impôt, avec un investissement qui est plafonné à 400 000 euros. Donc, on a une réduction d'impôt qui est maximum 220 000 euros. Les 400 000 euros maximum, avec un plafond quand même au mètre carré en fonction de la surface du local acquis. Et donc, ces 120 000 euros vont s'imputer par sixième chaque année. Et donc, ça nous fait une réduction sur 6 ans annuellement de 20 000 euros. Par exemple, vous achetez un bien en juin 2030 avec un achèvement en janvier 2031 et une mise en location en février 2031 pour un prix de revient de 280 000 euros. Votre réduction d'impôt, c'est 280 000 fois 30%, donc 84 000 euros répartis sur 6 ans. Vous avez donc 14 000 euros déductibles de réduction d'impôt de 2031 à 2036, mais avec une obligation de conserver et affecter le bien de 2031 à 2045. C'est-à-dire que l'obligation de maintien de l'affectation du bien est plus de 2 fois plus longue par rapport à la vitesse d'imputation du crédit d'impôt. Donc, en pratique, il ne faudra quand même pas oublier, après que la réduction d'impôt sera passée, qu'il restera quasiment 7 ans pour garder l'affectation du bien. Voilà, c'est un peu de niche, hein, mais bon, si jamais il y a des personnes qui ont envie d'investir au Fort de Briançon en vue des JO, bah, sachez que si vous le faites, vous pouvez avoir une réduction d'impôt. On a ensuite une réforme. Alors, ça ne va pas changer grand-chose. On va dire que c'est plutôt de la simplification sur la taxe sur les logements vacants. Donc, la taxe sur les logements vacants, c'est une taxe qui s'applique quand les logements quand vous avez des logements qui ne sont pas loués. Elle a aujourd'hui deux formes, en fait. On a soit une taxe annuelle sur les logements vacants qui est obligatoire dans les communes zones tendues où il y a un déséquilibre entre l'offre de logement et la demande. Donc ça, c'est d'application obligatoire, c'est notamment la taxe sur les logements vacants qu'on voit par exemple à Lyon, c'est celle-ci qui est appelée. Et on a une taxe d'habitation sur les logements vacants qui, elle, n'est pas obligatoire, elle est facultative, elle nécessite une délibération des communes pour être applicable. Donc aujourd'hui, on avait ces deux pans qui taxent la même chose, mais une est obligatoire et pas l'autre. Et à compter de 2027, donc les deux taxes sont supprimées et fusionnées. On va avoir une seule et unique taxe sur les vacances des locaux d'habitation, avec en gros les mêmes modalités d'application, c'est-à-dire qu'en zone tendue, donc typiquement à Lyon par exemple, elle sera d'application obligatoire, et en zone non tendue, elle devra nécessiter une délibération d'une commune. Par contre, ce qui va changer, c'est les taux d'imposition qui sont quand même drastiquement revus. Aujourd'hui, en zone tendue, on a 17% la première année, ça peut aller jusqu'à 30%. Non, on a 17% aujourd'hui, pardon, je crois, j'ai un doute. Bon, oui, en zone tendue, on a 17%, ça peut aller jusqu'à 34%. En zone non tendue, on a un plafond qui peut aller jusqu'à 50%. La moyenne actuelle dans les zones non tendues où il y a la taxe est optionnelle, on est aux alentours de 42%. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est 12,5. C'est ça, en fait, c'est que les taux, il faut quand même être largement réévalués. Et la possibilité de donner en fait aux collectivités d'aller réévaluer des taux avec des taux plafonds a quand même été largement étendue. Et voilà, il y a un côté un peu décentralisation aussi qui est fait sur cette taxe-là, voilà, qui va laisser beaucoup plus de marge de manœuvre aux collectivités locales notamment. Ça, avec l'objectif, de toute façon, en fait, l'idée de cette taxe, c'est que les logements vacants soient soit mis en vente, soit loués. Mais en tout cas, aujourd'hui, on refuse finalement qu'on ait un logement vacant sans réelle raison. Sachant que cette taxe sur les logements vacants, on peut en être dispensé quand le bien est mis à la vente, mais qu'on tarde un petit peu à le vendre, ou quand le bien est mis sur le marché locatif, mais qu'on a du mal à le louer. Voilà, donc ça vise des cas un peu spécifiques, mais bon, il faut savoir que ça existe et que c'est drastiquement revu. Le taux est quand même très fortement réévalué. En outre mesure sur l'immobilier et le logement, on a une exonération de plein droit facultatif de taxes d'habitation sur les résidences secondaires qui a été mise en place. On a un renforcement de l'efficacité de la déclaration d'occupation des locaux. Donc ça, vous savez, depuis 2-3 ans maintenant, on est obligé de déclarer via le petit onglet gérer mes biens immobiliers, donc qui est propriétaire, enfin qui occupe les locaux et quelle est l'occupation qu'on en fait. Aujourd'hui,
la loi de finances, pour faciliter visiblement la tâche de tout le monde, parce que c'est un vrai calvaire à faire, permet une délégation de cette obligation au gestionnaire de location. Ce qui veut dire que aujourd'hui, votre régie immobilière, généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous remet le document avec le nom, prénom, l'entrée et la date de naissance du ou des locataires, et puis c'est à vous de reporter cet élément-là. Elles vont pouvoir maintenant le faire pour vous. C'est encadré et prévu par la loi. Donc, en fait, ce sera mis à jour tout le temps, dans le sens où, normalement, on est censé le mettre à jour à chaque fois qu'il y a un changement de locataire, ce qui est quand même parfois très compliqué à faire. Donc, c'est pas mal d'avoir fait ça. Et puis, ça fait une nouvelle source d'activité pour les gestionnaires locatifs qui, je pense, le factureront, du coup. On a la valeur locative des locaux professionnels, industriels et d'habitation. Alors, sur ce point-là, pour les locaux d'habitation, on va pas commencer par ça. Normalement, ça fait plusieurs années maintenant qu'on nous annonce qu'il va y avoir une réforme et une révision de la valeur locative des locaux d'habitation. Cette réforme, elle est encore aujourd'hui reportée de 3 ans. Donc, sur les locaux d'habitation, la taxe foncière va toujours continuer aujourd'hui d'être calculée de la même manière, c'est-à-dire de la même manière depuis les années 70-80, avec un taux de revalorisation annuel prévu, voilà, mais il n'y a pas de réforme à venir. Pour les locaux professionnels, on avait une actualisation des valeurs. Donc là, la réforme a eu lieu en 2013, elle a été appliquée en 2017. Donc aujourd'hui, les locaux professionnels, c'est un tarif par mètre carré en fonction de la nature du local. On devait avoir une actualisation des valeurs locatives qui sont les mêmes depuis plusieurs années. Cette actualisation, elle est reportée en 2027. En revanche, là où il y a un vrai changement, c'est pour les établissements industriels. Donc aujourd'hui, la valeur locative des établissements industriels pour le calcul des impôts locaux, elle est faite sur la base de la méthode qu'on appelle comptable. C'est-à-dire qu'en fait, les impôts prennent la valeur comptable d'inscription des éléments qui servent de base au calcul de la taxe. À partir de 2027, on a un dispositif la loi de finances pour 2026, donc elle prévoit la réforme du coup de l'évaluation de ces locaux pour se caler davantage avec la réalité économique. Et donc on a un mécanisme de lissage qui est mis en place pour, comme on avait fait pour les locaux professionnels, pour essayer de lisser du coup l'impact que peut avoir l'effet de cette réforme. On a un aménagement aussi relatif aux loueurs en meublé non résidents, alors qui est honnêtement le bienvenu, parce que ça fait des années que, en fait, c'est un peu problématique cette situation pour les non-résidents. Donc, depuis toujours, les non-résidents, quand ils n'ont en France que des revenus de location meublée, dès lors que ces revenus de location meublée dépassaient 23 000 euros de recettes, ils étaient nécessairement qualifiés de loueurs professionnels, quand bien même ils avaient des revenus plus élevés de l'étranger. L'administration fiscale française refusait de prendre en compte les revenus perçus à l'étranger pour analyser les seuils. Et donc, du coup, ça crée un problème d'assujettissement à l'URSSAF des loueurs meublés professionnels, un problème en matière de cession aussi de biens, parce qu'on pouvait être qualifié de professionnel, c'est pas toujours avantageux. Et donc, ça a été la loi de finances pour 2026, a remédié à cette situation en prévoyant aujourd'hui que pour les non-résidents, on peut prendre en compte les revenus de l'étranger dès lors qu'ils sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur le revenu français. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre que les revenus de l'étranger qui sont soumis à un impôt sur le revenu. Donc ça, il était temps. Donc c'est pas mal que ça arrive, Sur la fiscalité patrimoniale, donc on va avoir trois points. On va commencer par la taxe sur les holdings patrimoniales. Donc c'est une taxe qui a fait couler beaucoup d'encre pendant tous les débats sur la loi de finances depuis le mois de septembre. Elle a eu plein de formes différentes. Voilà. Aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec une taxe qui, selon les informations qu'on a pu avoir, va finalement concerner à peu près 4 000 contribuables. Donc honnêtement, pas tout le monde. Voilà. La taxe d'origine avait une vocation à s'appliquer à davantage de personnes potentiellement. Donc finalement, voilà, on est sur 4 000 contribuables et encore que, comme elle s'applique à partir du 31 décembre 2026, ces 4 000 contribuables, du coup, s'ils se reconnaissent, ont quand même la possibilité peut-être de traiter le sujet avant la date d'application véritable de la taxation. Donc voilà, donc c'est une taxe qui va s'appliquer aux sociétés qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, uniquement les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ce qui veut déjà dire qu'une SCI à l'IR, par exemple, est exclue du dispositif. La société va devoir remplir 3 critères, donc avoir une valeur vénale d'actifs supérieure à 5 millions d'euros. Donc, on parle bien d'une valeur vénale d'actifs et pas d'une valeur d'actifs bilan, c'est-à-dire qu'il faut revaloriser tous les actifs de la société pour voir si le seuil est dépassé. Des sociétés qui sont détenues directement ou indirectement à plus de 50% par une personne physique, avec un champ personne physique ultra large sur notamment les membres de la famille.
et des revenus passifs qui sont supérieurs à 50% du chiffre d'affaires. Les revenus passifs, ça va être les dividendes, les produits financiers, les produits de location des loyers ou les quotes-parts de résultats des sociétés de personnes. L'assiette de cette taxe. Alors là aussi, sur l'assiette, c'est quand même très limité. Hein. La taxe, elle va s'appliquer au taux de 20%, certes, mais que sur une certaine liste de biens. Donc, des biens qui sont affectés à l'activité de l'exercice de la chasse ou de la pêche, des véhicules qui sont non affectés à une activité professionnelle. Donc, ça concerne les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance, les aéronefs. Donc, je pense que tout le monde n'a pas forcément un avion dans sa holding. Voilà, on a les bijoux et métaux précieux, les chevaux de course, pareil, les vins et alcool. Et enfin, là où c'est un peu plus problématique, c'est les logements dont la jouissance est réservée à la personne physique qui détient plus de 50% de la société. Donc là, c'est là qu'on est un peu plus, que la taxation apporte un peu plus de problématiques parce que on a souvent des sociétés à l'IS avec des logements qui sont parfois mis à la disposition du dirigeant, soit contre un loyer, normalement il faudrait, soit pas forcément, ou qui sont loués fictivement. Donc à voir comment ça s'applique, notamment la notion de logement loué fictivement, elle n'est pas définie par personne, donc on ne sait pas tout à fait ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est surtout, en tout cas nous, je pense vis-à-vis de notre clientèle, c'est plutôt sur ces personnes-là et sur ce type de biens qu'on risque d'avoir un petit sujet potentiel, sachant qu'avant, il faut quand même dépasser 5 millions d'euros de valeur d'actifs, donc bon, ça vise quand même pas non plus tout le monde. Et donc la taxe, elle est annuelle à 20%. Elle a un effet sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2026, donc ça va être pour les liasses fiscales qui seront déposées l'année prochaine au titre des bilans des exercices 31-12. Elle est non déductible de l'IS. Donc oui, cette taxe, important, elle est due par la personne morale soumise à l'IS, la holding. Elle n'est pas due par le particulier associé. Les actifs qui sont compris dans la taxe, donc notamment les logements qui seraient visés par cette taxe, ne seront du coup pas pris en compte pour l'assiette de l'IFI, pour éviter qu'il y ait un doublon d'imposition. Et on a un lien avec le Dutreil qu'on va voir un peu plus tard, qui est que le Dutreil a été recentré et a exclu aujourd'hui, le mécanisme exclut de pouvoir exonérer ces biens-là. Voilà. J'avais sur la taxe, le lien avec l'IFI, et donc voilà, on a jusqu'au 31 décembre 2026 pour éventuellement s'organiser, c'est-à-dire essayer de voir comment on peut céder les biens qui seraient concernés, se changer un peu la répartition de nos actifs. Et voilà. Alors, donc la loi de finances 2026 sur les mesures patrimoniales, elle opère aussi un recadrage du pacte Dutreil. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis plusieurs années maintenant, et notamment plus récemment un rapport de la Cour des comptes qui a été fait sur l'efficacité en tout cas du dispositif du pacte Dutreil. Voilà, c'est un dispositif qui est voilà, qui peut être critiqué par un certain, voilà, une certaine mouvance politique notamment. Voilà, juste pour revenir un petit peu sur l'opportunité du pacte Dutreil, aujourd'hui le pacte Dutreil, c'est un régime spécial de faveur qui va nous permettre aujourd'hui de réaliser en fait des transmissions à titre gratuit, donc par voie de donation ou de succession, donc des transmissions d'entreprise dans un cadre fiscal privilégié, parce que lorsqu'on aura mis en place en amont le pacte Dutreil, on va pouvoir bénéficier au moment de la donation ou de la succession d'un abattement de 75% sur l'assiette des droits afférents, bien évidemment, à la transmission de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un mécanisme qui est très efficace. On a aussi en fait la possibilité en fait de cumuler donc cet abattement de 75%. Donc là, lui qui s'applique au moment où on calcule l'assiette des droits, notamment droits de donation, avec la réduction de droits de 50%. Donc vous verrez après, on vous a mis un petit exemple comparatif pour vous donner un peu une idée de l'efficacité, si j'ose dire, fiscale de la mesure, et du régime qui est aujourd'hui quand même très intéressant. Et c'est aussi aujourd'hui un régime qu'on vient souvent cumuler avec des donations en nue propriété. Alors le pacte Dutreil, c'est quoi? C'est en fait, grosso modo, en fait, c'est un engagement qui va être pris, un engagement de conservation des titres, donc soit d'une société à l'IS, soit d'entreprises individuelles, notamment en matière d'impôt sur le revenu. Il faut simplement avoir en tête que les conditions, alors dans les grandes lignes, sont à peu près les mêmes, mais s'apprécient un petit peu différemment selon qu'on soit sur une entreprise individuelle ou sur une société classique à l'IS. Donc, on va mettre en place cet engagement de conservation. Donc là, c'est ce qu'on vous a mis là sur la frise chronologique que vous retrouvez en bas, qui peut être un engagement soit collectif, soit unilatéral. Maintenant, on a la possibilité qu'un seul associé
prennent l'engagement de conserver les titres de la société qu'ils souhaitent transmettre. On a cet engagement qui doit être respecté pendant une durée de 2 ans. Au cours de cette durée de 2 ans, on réalise, le cas classique, c'est on va réaliser la donation des titres. Et au moment où on va réaliser la donation des titres, on va pouvoir bénéficier de l'abattement de 75%. Ensuite, une fois que notre engagement collectif arrive à son terme, c'est l'engagement individuel qui prend le relais. L'engagement individuel, c'est quoi? Ce sont les bénéficiaires de la transmission, donc les héritiers en règle générale, voilà, qui, eux, vont s'engager à conserver les titres de la société qu'ils ont reçus pendant, alors jusqu'à la loi de finances 2026, on était sur une durée de 4 ans, et désormais, la loi de finances 2026 nous porte cet engagement individuel à une durée de 6 ans. Ce qui fait que désormais, on est sur une frise chronologique, on va dire, avec des titres qui vont se retrouver plus ou moins figés pendant 8 ans. Alors pourquoi plus ou moins? Parce qu'en fait, quand bien même on a des titres qui sont dans le pacte Dutreil, on a aujourd'hui toute une liste de typologies d'opérations qu'on a le droit de réaliser sans remettre en cause le dispositif. Voilà. Donc, ce qu'il faut simplement garder en tête sur le recadrage du pacte Dutreil, c'est qu'en fait, une fois que l'étude elle est faite en amont sur le fait de bien s'assurer que les conditions sont respectées, mettre en place aujourd'hui un pacte Dutreil, quand bien même on a un allongement de la durée de conservation, ça fait vraiment sens en matière de transmission d'entreprise. Voilà, donc simplement sur la slide suivante, on vous avait mis un petit tableau, un petit exemple pratique pour vous montrer un petit peu l'économie fiscale qui peut être générée. Donc sur une transmission, on partait de l'hypothèse d'une transmission de 50% des titres d'une société qui était évaluée à 2 millions d'euros. Voilà, sur un donateur, donc qui fait une donation au profit de ses 2 enfants. Je leur descends assez rapidement, mais vous voyez, dans la première hypothèse, si on a mis en place un pacte Dutreil sur la transmission, on se retrouve avec des droits de donation à payer d'un peu moins de 1 600 euros par enfant versus sans pacte Dutreil, 78 000. Et surtout, qu'est-ce qui se passe en fait au bout? C'est que vous donnez les titres à vos enfants, tout le monde conserve pendant les 8 ans. À l'issue du délai de 8 ans, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que si à terme, la société a la vocation à être cédée, elle sera cédée et les enfants pourront ainsi percevoir notamment une partie du produit de la vente. Voilà. Donc, le recadrage qui est fait au niveau du dispositif aujourd'hui, donc au-delà de l'allongement de la durée individuelle de conservation, c'est ce que vous disiez Benjamin tout à l'heure, c'est l'exclusion des biens somptuaires. Alors là, pour le coup, c'est pas un peu, enfin, il n'y a pas de grande surprise. Enfin, c'était déjà des biens qui étaient sujets largement à discussion. Donc tous les biens évoqués tout à l'heure, donc voilà, les biens qualifiés de somptuaires et qu'on considère comme n'étant pas nécessaires à l'activité opérationnelle de la société, ne pourront plus être concernés par l'abattement de 75%. Voilà. Donc, on va peut-être. Juste sur le Dutreil, on dit souvent on n'en fait pas parce que mes enfants doivent reprendre. Alors ça, c'est une fausse idée. Hein. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais non. En fait, quand on fait un engagement collectif, celui qui exerce les fonctions de direction, ça peut aussi être le dirigeant qui donne. Les enfants ne sont pas obligés d'avoir une fonction de direction pendant toute la durée du pacte. Donc ça veut dire que le dispositif aujourd'hui tel qu'il existe, même si c'est ça qui est aussi un peu souvent contesté par le législateur, c'est qu'on peut transmettre avec la réduction de 75% des titres d'une société sans que les enfants en fait aient à un quelconque moment l'obligation de reprendre l'activité de la société. Donc, et ça peut changer parce que c'était dans les discussions. On a aussi la révision du dispositif de report d'imposition des plus-values d'apport. Donc ça, c'est un régime qu'on applique très souvent, que je pense que vous connaissez. Vous apportez des titres de votre société opérationnelle à une holding, vous bénéficiez aujourd'hui d'un régime de report d'imposition. C'est l'article 150 obétaire du Code général des impôts qui nous permet ça. Il est un petit peu revu. Donc ce régime, du coup, quand vous faites cet apport, vous êtes supposé conserver, la holding qui reçoit la société est supposée conserver cette société pendant 3 ans. Avant, c'était non, elle devait conserver les titres de la société pendant 3 ans. Si elle les cédait dans les 3 ans, elle était tenue de réinvestir dans les 2 ans de la cession 60% du prix de cession. Ce délai a été repoussé à 3 ans parce qu'on s'est rendu compte que 2 ans c'était un peu court pour réinvestir. Mais en contrepartie, on n'a plus 60% à réinvestir, mais 60%, 70% du prix de cession. Et le délai de conservation des biens ou titres objets du réinvestissement. Donc, quand la société holding réinvestissait parce qu'elle avait cédé dans les 3 ans, elle pouvait réinvestir dans des titres d'une nouvelle structure, par exemple, qu'elle était tenue de conserver pendant 12 mois. Aujourd'hui, elle est tenue de les conserver pendant 5 ans. Donc là, il y a un gros changement aussi. C'est-à-dire que quand vous faites une opération en apport-cession,
il faut bien avoir une vision un peu long terme en fait de ce qui va se passer pour être sûr que vous ne soyez pas bloqué à un moment avec une plus-value qui devient taxable. Et en cas de donation des titres de la holding, donc là, ça a souvent changé. Au début, on avait 18 mois. Les donateurs devaient conserver pendant 18 mois les titres de la société. Puis, c'est passé à 5 ans. Aujourd'hui, ça passe à 6 ans. Je passe un peu vite parce qu'on est un peu en retard. On a d'autres mesures qu'on ne va pas évoquer parce que ce n'est pas très intéressant. Sur la fiscalité des entreprises, on a cette mesure-là qui est très intéressante. Oui, alors là, c'est une mesure en fait qui vise, qui étend en fait les cas dans lesquels on va se référer sur la déductibilité des intérêts. On va pouvoir se placer non pas sous le taux fiscalement admis, mais sur le taux de marché. Le contexte, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, une société, donc, elle peut déduire donc de son résultat les intérêts donc relatifs. Le cas classique, ça va être relatif au fait aux sommes, inscrites en compte courant d'associés, mais dans une certaine limite. La limite, elle peut être soit le taux fiscal qui, l'année dernière, était aux alentours, je crois, sur l'année, lycée à 5,30, quelque chose comme ça, soit elle avait la possibilité de retenir un taux de marché si jamais ce taux de marché se révèle supérieur. Par contre, la rédaction des textes en l'état nous permettait de retenir ce taux de marché que dans le cas d'entreprises liées. La définition d'entreprise liée, finalement, c'était une définition assez restreinte avec une appréciation assez sévère, entre guillemets, en tout cas qui en était faite et qui aboutissait à quoi au final, qui ne permettait pas de retenir ce taux de marché, notamment dans le cas où on était en présence d'associés minoritaires. Aujourd'hui, la loi de finances pour 2026, elle change de terminologie. Elle ne nous parle plus d'entreprises liées, mais elle nous parle d'entreprises associées. Donc, ce qui est une subtilité de langage en tant que tel, mais qui finalement est lourde de conséquences, puisque derrière, ça nous permettra, ça permet en tout cas sur le plan du principe, de pouvoir recourir au taux de marché, notamment en présence d'associés, notamment de ces fameux associés minoritaires. Simplement, donc là, petit rappel, cette notion-là ne concerne pas les associés personnes physiques. On n'est que sur des associés avec cette notion, cette qualification d'entreprise. Et là, plus largement, le taux de marché, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a un gros sujet jurisprudentiel et c'est un point de contrôle de l'administration fiscale qui va souvent avoir tendance à aller retoquer le recours au taux de marché parce qu'elle va considérer que l'entreprise concernée n'apporte pas de comparable suffisant pour démontrer que ce taux de marché-là est bien propre à l'entreprise. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu au niveau donc, de l'évolution en fait, de la position des jurisprudences des tribunaux administratifs sur le sujet qui semble laisser la voie aux entreprises pour pouvoir apporter plus facilement cette preuve que cette preuve liée en fait au recours à un taux de marché, mais il faut savoir que ça reste toujours aujourd'hui une démarche un petit peu risquée d'un point de vue, en tout cas au regard de la position de l'administration fiscale. Voilà. Donc là, on voulait aussi en profiter donc aujourd'hui pour refaire très succinctement donc un petit topo sur la mise en place de la facturation électronique. Donc comme là, je pense que tout le monde le sait. Donc la facturation électronique, elle arrive en fait c'est demain. Donc avec l'obligation donc à partir du 1er septembre 2026, donc toutes les entreprises d'être en mesure de recevoir les factures électroniques qui leur seront adressées. Et pour les plus grosses entreprises, avec également couplé à une obligation d'émission. Et à partir du 1er septembre 2027, l'obligation également pour les PME, TPE, d'être en mesure donc d'émettre les factures électroniques. Donc nous, chez Axence, on vous renvoie bien évidemment à vos collaborateurs comptables donc pour vous éclairer et vous accompagner sur le sujet. Nous, chez Axence, à l'échelle du cabinet, on a fait le choix en fait de retenir une plateforme, la plateforme de Penny Lane qui peut vous permettre de faire justement cette transition de mise en place de la facturation électronique, mais également d'intégrer tout un tas d'outils. Nous, simplement, le volet sur lequel on fait le lien avec la loi de finances pour 2026, c'est que le législateur est venu aujourd'hui renforcer les sanctions appliquées aux entreprises et également aux plateformes. Alors là, on vous les a pas mis parce que ça venait alourdir le propos, mais faut bien avoir en tête que le 1er septembre 2026, c'est demain, et que le législateur, comme l'administration fiscale, a vraiment vocation à ce que tout le monde soit prêt et en ordre de marche pour pour septembre 2026. Donc, on a aujourd'hui un alourdissement des sanctions qui vont concerner à la fois le fait de ne pas recourir donc à l'utilisation d'une plateforme avec une amende de 500 € portée à 1 000 € si jamais il y a une mise en demeure et qu'il n'y a pas de régularisation qui est faite.
Une facture qui ne serait pas envoyée par voie, enfin, une facture qui serait non électronique, ne répondant pas aux critères, donnera lieu à une amende de 50 € par facture. Avant, elle était à 15 € avec un montant maximum annuel de 15 000 €. Et pareil, parce que la mise en place de la facturation électronique s'accompagne d'obligations en matière de e-reporting, avec là également des amendes alourdies à 500 € par transmission non faite et un plafond de 15 000. Donc simplement pour bien que vous ayez en tête que la mise en place de la facturation électronique, elle a aujourd'hui une implication concrète, opérationnelle au sein de vos entreprises, et elle a aussi en fait réellement vocation à permettre par le futur, et notamment sur les 4-5 prochaines années, à ce que l'administration fiscale ait, j'ai envie de dire, à sa portée le maximum d'éléments, d'informations. Voilà, nous hier, on a encore fait un webinaire sur ce sujet-là, où on sait qu'à 2030, l'objectif, c'est que pour l'administration fiscale, notamment les déclarations, les CA3, il y ait énormément d'informations qui remontent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'administration fiscale aura une connaissance de plus en plus précise de l'intégralité des opérations qui sont effectuées au sein des entreprises. Voilà. En autre mesure fiscale, rapidement, on a la prorogation du dispositif des amortissements des fonds commerciaux, donc qui avait été mis en place en 2022, peu après le Covid, pendant le Covid, qui est prorogé. On a une augmentation des taxes sur les véhicules, donc le malus au poids et le barème de la taxe annuelle sur les polluants atmosphériques. Donc là, ça fait déjà, on en a parlé l'année dernière, on en avait parlé l'année d'avant, donc ça ne fait qu'augmenter. Donc l'idée étant d'avoir des véhicules le plus verts possible pour avoir une taxe la moins élevée possible, dans la limite du faisable, effectivement. On a une réforme du régime de l'option liesse pour les entrepreneurs individuels. Bon, je rentre pas dans le détail parce que ça concerne pas beaucoup de personnes. Et franchise en base de TVA. Donc finalement, on avait une réforme qui pointait le bout de son nez l'année dernière, enfin qui avait été prévue dans la loi de finances pour 2025, finalement reportée et suspendue. In fine, on reste sur les seuils habituels. Il n'y a pas de changement encore à prévoir sur la franchise en base de TVA pour les personnes qui sont concernées. Donc, les auto-entrepreneurs, c'était surtout eux qui étaient visés par le dispositif. Et on a on a en fait quelques mesures aussi qui viennent modifier en fait les relations avec l'administration fiscale. Donc là, à la lecture du texte et des articles qui viennent régir ces réformes, on voit qu'il y a vraiment une volonté de modernisation des échanges entre les contribuables et l'administration fiscale. Alors, le premier pan qui est lui un peu plus, qu'il faudra surveiller d'un peu plus près, c'est la faculté en fait qui aujourd'hui a été donnée au gouvernement de réécrire le droit de communication par voie d'ordonnance. Donc, petit rappel, le droit de communication de l'administration fiscale, c'est quoi? C'est la possibilité qui est donnée, donc ça c'est le livre des procédures fiscales qui le prévoit, la possibilité qui est donnée à l'administration fiscale d'aller solliciter spontanément, sans même que l'entreprise ou le contribuable en particulier en soit prévenu en amont, d'aller solliciter des informations, donc dans le cadre du délai de prescription toujours, mais auprès de tiers. Donc ça va être auprès par exemple des établissements bancaires, ça c'est chose qu'on voit relativement souvent, de l'employeur, des relevés de consommation, etc. Et là, le fait que le gouvernement soit autorisé à réécrire par voie d'ordonnance, c'est qu'on sent bien quand même, donc il y a une volonté comme ça d'aller étendre ce droit de communication. Voilà, donc c'est une mesure qu'on va surveiller de près parce qu'en fait, après, là, des considérations et des applications pratiques très factuelles, c'est quoi? C'est-à-dire qu'après, du jour au lendemain, vous recevez notamment une proposition de rectification de la part de l'administration fiscale avec à l'appui tout un tas de documents qui ont été obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'administration. Et là, ensuite, quand vous vous positionnez, notamment en termes de réponse, etc., ça peut vite être, vous pouvez vite vous retrouver dans des situations un petit peu délicates. Voilà, donc là, l'administration, elle a une année pour prendre ces ordonnances. Donc, nous, c'est un sujet qu'on regardera et qu'on suivra de près avec Benjamin. Il y a aussi, donc plus largement, donc, dans cette perspective de modernisation de la gestion des relations avec l'administration, il y a du coup, la loi de finances pour 2026 prévoit de facto en fait la suppression de l'envoi papier des avis d'imposition. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la règle, c'était de dire on envoyait, sauf si des contribuables demandaient la communication directement sur l'espace personnel en ligne. Désormais, c'est l'inverse qui est fait. Et pour pouvoir recevoir vos avis papier, ça sera une demande express qu'il faudra faire directement sur l'espace personnel ImpôGouv. Et autre point, là, pareil, un petit peu plus à regarder et qui fait appel à un peu plus de précaution, c'est le fait que désormais, pour tout un tas de courriers, l'administration fiscale n'a plus l'obligation de vous les envoyer en lettres recommandées avec accusé de réception.
voilà, mais simplement une simple notification par voie électronique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un jour sur votre boîte mail, vous recevez par exemple un email fichier Escale, la plateforme Escale, donc c'est la plateforme de l'administration fiscale, et c'est ça qui fera office de preuve, notamment pour faire courir tous les délais, notamment dans le cadre des procédures de rectification ou de contrôle. Et voire même, au-delà de la notification par voie électronique, il y a même certains cas où désormais la lettre simple suffit. Voilà. Donc, il faut aussi être bien vigilant donc, sur les courriers et ces modalités d'échange avec l'administration, parce qu'en fait, pourquoi et ce qui se cache derrière, ce sont notamment des enjeux en matière de prescription qui peuvent aussi être invoqués dans le cadre de procédures. Nous, ça nous est déjà arrivé de faire tomber des rectifications parce qu'il y avait eu des erreurs en termes de procédure liées à des délais qui n'étaient pas respectés par l'administration. Aujourd'hui, l'enjeu sera d'apporter la charge de la preuve de la date à laquelle on a reçu le courrier. Et enfin, dernier point, c'est celui en fait lié à la conformité des logiciels et des systèmes de caisse. C'est-à-dire que au cours des dernières années, donc, pour ceux qui étaient détenteurs d'un logiciel de caisse, la seule manière, le seul élément probant qu'acceptait l'administration fiscale pour attester de la conformité du logiciel, c'était une attestation qui était fournie par l'éditeur du logiciel. Aujourd'hui, l'administration, en fait, en tout cas dans la loi de finances, le législateur revient un peu en arrière parce qu'en fait, c'est une attestation qui, en tout cas, c'est un formalisme qui peut vite se révéler coûteux pour l'entreprise. Et donc, désormais, il y a un assouplissement. Donc, on revient un petit peu à ce qui se faisait précédemment, où on admet à nouveau qu'une simple attestation, mais sous forme qui répond aux exigences de l'administration fiscale, suffisent à attester de la conformité du logiciel et on n'a plus besoin d'avoir, avant on avait une attestation délivrée par certains organismes de type AFNOR, etc. Voilà, donc on n'a plus besoin que des seules attestations délivrées par ces organismes agréés-là, mais voilà, une attestation conforme au modèle de l'administration fiscale sera jugée comme étant suffisante. Voilà. Donc, vous avez remis une petite slide pour vous rappeler un petit peu très rapidement notre accompagnement, parce que chez Axence, on n'est pas uniquement là pour faire les déclarations de revenus. On a aussi tout un tas d'autres compétences qu'on peut mettre à votre disposition sur les revenus, le patrimoine, donc optimiser votre situation en matière de revenus. On a des compétences en matière de mobilité internationale aussi, si vous devez partir travailler à l'étranger ou si vous souhaitez vous expatrier à l'étranger. On peut vous aider dans la création et la reprise d'entreprise, à faire vos montages de reprise. On peut vous accompagner aussi en matière de TVA, quand vous avez des problématiques en matière de flux de TVA et que vous voulez vous rassurer sur le traitement de ces flux-là. On peut réaliser des audits en cas d'acquisition. Enfin, on peut faire tout un tas de missions autres que la déclaration des revenus. Donc, si vous avez des interrogations fiscales générales, n'hésitez pas à passer par votre collaborateur comptable habituel pour qu'il vous mette en relation avec nous et qu'on puisse vous apporter les réponses à vos diverses questions. Vous avez la possibilité de nous laisser un avis. On est toujours preneur. Et je pense là vous avez nos coordonnées, mais de toute façon, le support vous sera transmis après la formation. Et je pense qu'on a peut-être un petit temps possible de questions si jamais vous avez des questions.